L'identification. L'identification est connue de la psychanalyse comme expression première d'un lien affectif à une autre personne. Elle joue un rôle dans la préhistoire du complexe d'Oedipe. Le petit garçon fait montre d'un intérêt particulier pour son père. Il voudrait devenir et être comme lui, prendre sa place en tout point. Disons-le tranquillement, il prend son père comme idéal. Ce comportement n'a rien à voir avec une position passive ou féminine envers le père, et en général envers l'homme. Il est bien plutôt typiquement masculin. Il est très compatible avec le complexe d'Oedipe qui l'aide à préparer. Simultanément à cette identification au père, peut-être même antérieurement, le garçon a commencé à effectuer un véritable investissement objectal de la mère, selon le type, par étayage. Il présente donc alors deux liens psychologiquement différents. Avec la mère, un investissement objectal nettement sexuel. Avec le père, une identification exemplaire. Les deux coexistent un temps sans s'influencer ni se perturber réciproquement. Par suite de l'unification irrésistible dans sa progression de la vie psychique, ils finissent par se rencontrer et de cette confluence naît le complexe d'Oedipe normal. Le petit remarque que le père lui fait obstacle auprès de la mère. Son identification au père prend maintenant une tonalité hostile et devient identique au désir de remplacer le père également auprès de la mère. L'identification est d'ailleurs ambivalente dès le début. Elle peut tout aussi bien s'orienter vers l'expression de la tendresse que vers le désir d'édiction. Elle se comporte comme un rejeton de la première phase orale de l'organisation libidinale, dans laquelle on s'incorporait en mangeant l'objet convoité et apprécié, et ce faisant l'anéantissait en tant que tel. Le cannibale, comme on sait, en reste là. Il aime ses ennemis jusqu'à les dévorer, et il ne dévore pas ceux qu'il ne peut aimer d'une manière ou d'une autre. Voir 3 essais sur la théorie de la sexualité et Abraham, recherche sur le premier stade de développement prégénital de la libido. Le destin de cette identification au père est facilement perdu de vue par la suite. Il peut alors arriver que le complexe d'Oedipe subisse une inversion, que dans une position féminine, le père soit pris comme l'objet dont les pulsions sexuelles directes attendent leur satisfaction, et l'identification au père est alors devenue le précurseur du lien objectal au père. Cela vaut également avec les substitutions correspondantes pour la petite fille. Il est facile d'exprimer en une formule la différence entre une telle identification au père et le choix du père comme objet. Dans le premier cas, le père est ce qu'on voudrait être, dans le second, ce qu'on voudrait avoir. Ce qui fait donc la différence, c'est que le lien porte sur le sujet ou sur l'objet du moi. C'est pourquoi le premier de ces liens est déjà possible préalablement à tout choix objet. Il est bien plus difficile de donner de cette différence une représentation métapsychologique concrète. On se borne à reconnaître que l'identification aspire à rendre le moi propre, semblable à l'autre pris comme modèle. Dans une formation de symptômes névrotiques, nous dégageons l'identification d'un contexte plus embrouillé. Que la petite fille à laquelle nous allons maintenant nous en tenir contracte le même symptôme douloureux que sa mère, par exemple la même toux déchirante, cela peut se produire par des voies différentes. Ou bien l'identification est celle-là même du complexe d'Oedipe, qui signifie une volonté hostile de se substituer à la mère, et le symptôme exprime l'amour objectal pour le père. Il réalise la substitution à la mère sous l'influence de la conscience de culpabilité. Tu as voulu être la mère, maintenant tu l'es, au moins dans la douleur. C'est alors le mécanisme complet de la formation de symptômes hystériques. Ou bien au contraire, le symptôme est le même que celui de la personne aimée. Ainsi, par exemple, Dora, dans le fragment d'une analyse d'hystérie, imite la toux du père. Nous ne pouvons alors décrire la situation qu'ainsi. L'identification a pris la place du choix d'objet. Le choix d'objet a régressé jusqu'à l'identification. Il a été dit que l'identification est la forme la plus précoce et la plus originaire du lien affectif. Dans les conditions propres à la formation de symptômes, donc du refoulement et à la suprématie des mécanismes de l'inconscient, il arrive souvent que le choix d'objet redevienne identification, donc que le moi s'approprie les qualités de l'objet. Il est à remarquer que dans ces identifications, le moi copie une fois la personne non aimée, l'autre fois au contraire la personne aimée. Il ne doit pas non plus nous échapper que l'identification est les deux fois partielle, extrêmement limitée, et n'emprunte qu'un seul trait à la personne objet. Il y a un troisième cas de formation de symptômes.
particulièrement fréquent et significatif, où l'identification fait totalement abstraction du rapport objectal à la personne copiée. Quand par exemple, l'une des jeunes filles d'un pensionnat vient de recevoir de celui qu'elle aime en secret une lettre qui suscite sa jalousie et à laquelle elle réagit par une crise d'hystérie. Quelques-unes de ses amies, au courant du fait, vont alors attraper cette crise, comme nous le disons, par la voie de la contagion psychique. Le mécanisme est celui d'une identification fondée sur la capacité ou la volonté de se mettre dans une situation identique. Les autres aimeraient aussi avoir un rapport amoureux secret, et sous l'influence de la conscience de culpabilité, elles acceptent aussi la souffrance qui s'y rattache. Il ne serait pas juste d'affirmer qu'elles s'approprient le symptôme par compassion. Au contraire, la compassion naît seulement de l'identification, et la preuve en est qu'une telle contagion ou imitation s'instaure également dans des circonstances où l'on admet entre les deux personnes une sympathie préexistante bien moindre que celle qui s'établit habituellement entre des amis de pension. L'un des moi a aperçu chez l'autre une analogie significative en un point dans notre exemple, la même disponibilité affective. Il se forme là-dessus une identification en ce point et sous l'influence de la situation pathogène. Cette identification se déplace sur le symptôme que l'un des moi a produit. L'identification par le symptôme devient ainsi l'indice d'un lieu de coïncidence des deux moi, lieu qui doit être maintenu refoulé. Ce que nous enseignent ces trois sources, nous pouvons le résumer comme suit. Premièrement, l'identification est la forme la plus originaire du lien affectif à un objet. Deuxièmement, par voie régressive, elle devient le substitut d'un lien objectal libidinal, en quelque sorte par introjection de l'objet dans le moi. Et troisièmement, elle peut naître chaque fois qu'est perçue à nouveau une certaine communauté avec une personne qui n'est pas objet des pulsions sexuelles. Plus cette communauté est significative, plus cette identification partielle doit pouvoir réussir et correspondre ainsi au début d'un nouveau lien. Nous avons déjà pressenti que le lien réciproque entre les individus de la foule est de même nature que cette identification née d'une communauté affective importante, et nous pouvons supposer que cette communauté réside dans le type de lien qui rattache au meneur. Un autre pressentiment nous porte à dire que nous sommes bien loin d'avoir épuisé le problème de l'identification et que nous nous trouvons devant le processus appelé empathie par la psychologie, qui prend la plus grande part à notre compréhension de ce qu'il y a d'étranger à notre moi chez d'autres personnes. Mais nous voulons nous limiter ici aux effets affectifs les plus immédiats de l'identification et également laisser de côté sa signification pour notre vie intellectuelle. La recherche psychanalytique, qui à l'occasion s'est déjà aussi attaquée aux problèmes plus difficiles des psychoses, a pu nous faire voir également l'identification dans quelques autres cas qui sont loin d'être aisément accessibles à notre compréhension. Je vais traiter en détail deux de ces cas qui seront la matière de nos réflexions ultérieures. La genèse de l'homosexualité masculine est dans un grand nombre de cas la suivante. Le jeune homme a été fixé à sa mère au sens du complexe d'Oedipe d'une manière inhabituellement longue et intense. Mais vers encore la puberté, une fois achevé, le temps d'échanger la mère contre notre objet sexuel. Il se produit alors un retournement soudain. L'adolescent n'abandonne pas sa mère, mais s'identifie à elle, se transforme en elle et recherche maintenant des objets qui puissent remplacer pour lui son propre moi et qu'il puisse aimer et choyer comme il en avait fait l'expérience grâce à sa mère. C'est un processus fréquent qui peut se confirmer à tout moment et ne dépend naturellement en rien de toute hypothèse relative à la force pulsionnelle organique et au motif de cette transformation soudaine. Ce qui est frappant dans cette identification, c'est son ampleur. Elle transforme le moi dans une partie éminemment importante, dans son caractère sexuel, sur le modèle de l'objet existant jusqu'alors. En même temps, l'objet lui-même est abandonné. Qu'il le soit totalement ou seulement au sens d'un maintien dans l'inconscient, n'entre pas dans notre discussion. L'identification à l'objet abandonné ou perdu servant de substitut à celui-ci. L'introjection de cet objet dans le moi n'est certes plus une nouveauté pour nous. Un tel processus peut à l'occasion s'observer directement chez le petit enfant. Récemment, apparu dans l'International Zeitschrift für Psychoanalyse, une observation de ce genre. Un enfant qui était malheureux d'avoir perdu son petit chat déclara sans hésiter qu'il était maintenant lui-même le petit chat en vertu de quoi il marchait à quatre pattes, ne voulait pas manger à table. Un autre exemple d'une telle introjection de l'objet nous a été donné par l'analyse de la mélancolie.
laquelle affection compte bien la perte réelle ou affective de l'objet aimé au nombre de ses causes les plus frappantes. Un caractère essentiel de ces cas est la cruelle autodépréciation du moi, en liaison avec une impitoyable autocritique et d'amers autoreproches. Des analyses ont mis en évidence que cette appréciation et ces reproches concernent au fond l'objet et figurent la vengeance exercée par le moi sur cet objet. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi, ai-je dit autre part. L'introjection de l'objet est ici d'une netteté indéniable. Dans Deuil et mélancolie, 1918. Mais ces mélancolies nous montrent encore quelque chose d'autre qui peut prendre de l'importance pour nos considérations ultérieures. Elles nous montrent le moi partagé, coupé en deux. Une des parties se déchaîne contre l'autre. Cette autre est la partie modifiée par introjection, celle qui inclut l'objet perdu. Mais la partie qui exerce une activité si cruelle ne nous est pas non plus inconnue. Elle inclut la conscience, instance critique dans le moi qui, même dans les périodes normales, s'est opposé au moi par sa critique. Jamais, toutefois, si inexorablement, ni si injustement. Nous avons déjà dû, en d'autres occasions, narcissisme, deuil et mélancolie, faire l'hypothèse que se développe dans notre moi une telle instance qui peut se dissocier de l'autre moi et s'engager dans des conflits avec lui. Nous l'avons appelé l'idéal du moi et lui avons attribué comme fonction l'auto-observation, la conscience morale, la censure onirique et l'exercice de l'influence essentielle lors du refoulement. Nous avons dit qu'elle était l'héritière du narcissisme originaire au sein duquel le moi de l'enfant se suffisait à lui-même. Progressivement, elle adoptait du fait des influences de l'environnement les exigences que celui-ci posait au moi et auxquelles le moi ne pouvait pas toujours répondre. Si bien que l'homme, là où il ne peut être satisfait de son propre moi, pouvait tout de même trouver sa satisfaction dans un idéal du moi différencié du moi. Dans le délire où l'on se croit observé, nous avons constaté par ailleurs que la désagrégation de cette instance devient manifeste et qu'en même temps se dévoile sa naissance à partir des influences des autorités, avant tout des parents. Mais nous n'avons pas oublié d'indiquer que le degré d'éloignement de cet idéal du moi par rapport au moi est très variable d'un individu à l'autre et que chez beaucoup cette différenciation à l'intérieur du moi ne va pas plus loin que chez l'enfant. Mais avant de pouvoir faire servir cette matière à la compréhension de l'organisation libidinale d'une foule, il nous faut encore prendre en considération quelques autres relations réciproques entre objet et moi. Nous savons très bien qu'avec ces exemples empruntés à la pathologie, nous n'avons pas épuisé l'essence de l'identification et qu'ainsi nous avons laissé intacte une part de l'énigme de la formation en foule. Il faudrait qu'intervienne ici une analyse psychologique plus profonde et en plus ampleur. Partant de l'identification, une voie mène par l'imitation à l'empathie, c'est-à-dire à la compréhension du mécanisme qui seul nous rend possible une prise de position à l'égard d'une autre vie psychique. Même dans les manifestations d'une identification existante, il y a encore beaucoup à élucider. Elle a entre autres comme conséquence qu'on limite l'agression contre la personne à laquelle on s'est identifié, qu'on la ménage et qu'on lui apporte de l'aide. L'étude de telles identifications, comme celles par exemple qui sont à la base de la communauté de clans, a conduit Robertson Smith à ce résultat surprenant qu'elle repose sur la reconnaissance d'une substance commune et que par là, elles peuvent également être créées par un repas pris en commun. Ce trait permet de relier une telle identification à l'histoire primitive de la famille humaine construite par moi dans Totem et Tabou.